Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce dernier webinaire de notre série consacrée à l'actualité et au retour d'expérience de la crise Covid-19, organisée par l'ESCP Alumni Santé en partenariat avec managersanté.com, que je remercie chaleureusement. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Nada, bonsoir à l'ensemble des participants toujours aussi nombreux à l'occasion de ce dernier webinaire, comme tu viens de le préciser Nada, sur une thématique passionnante autour de la santé. Et nous remercions chaleureusement le docteur Jacques Lucas d'avoir accepté notre invitation et nous ne doutons pas de la richesse des échanges compte tenu des nombreuses questions que nous avons reçues avant même de démarrer ce webinaire. Donc encore une fois, un grand remerciement pour l'ensemble des participants qui s'intéressent à ce sujet, qui est un sujet vraiment d'actualité. Voilà, donc bienvenue à tous. Et puis, donc, Nada, mais je te laisse reprendre le fil de ce webinaire. Voilà. Absolument. Un grand merci à tous les participants de votre intérêt, d'avoir adressé vos nombreuses questions qui ont été transmises à notre invité. Je précise également que ce webinaire est enregistré et sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de Manager Santé. Et malgré vos questions posées préalablement, n'hésitez pas à interagir et à poser de nouvelles questions le long de ce webinaire via le chat. Sans plus tarder, je suis vraiment ravie ce soir d'accueillir Dr Jacques Lucas, président de l'Agence du numérique en santé, que je remercie de sa disponibilité, de sa générosité à nous rejoindre ce soir. Bonsoir docteur et merci beaucoup de votre présence. Eh bien, bonsoir à vous et bonsoir à tous. Je vais d'abord essayer de vous dire d'où je parle, comme on dit. Je suis effectivement président de l'Agence du numérique en santé, ce qui ne signifie pas que je suis très familier avec le derrière de l'écran informatique ou de l'outil. C'était pas mon métier, puisque mon métier était d'être médecin de médecine interne avec deux compétences, en cardiologie et néphrologie, qui sont d'ailleurs deux disciplines qui se prêtent au numérique, en particulier à la téléconsultation. Et j'ai été pendant une vingtaine d'années premier vice-président délégué général au numérique du Conseil national de l'ordre, qui m'avait conduit d'ailleurs à engager l'ordre, vénérable institution plutôt traditionnelle en quelque sorte dans sa réflexion déontologique, à considérer que la déontologie professionnelle et l'éthique médicale devaient être repensées à l'ère du numérique. Et je dis souvent que Hippocrate, auquel on se réfère quand on parle de l'exercice de la médecine prise au sens large, expression prise au sens large, que Hippocrate avait à son époque sorti la médecine des mains des dieux en considérant que la maladie ne guérissait pas par des sacrifices individuels ou collectifs aux dieux, mais en observant l'homme dans son environnement et que l'on apprenait beaucoup. Or, aujourd'hui, l'homme vit et vivra certainement de plus en plus dans un environnement numérique, peut-être écologique également, mais dans un environnement numérique néanmoins, et c'est dans cet espace-là qu'il convient d'exprimer des valeurs d'humanisme, des valeurs éthiques, dans l'apport du numérique dans la prise en charge des patients. Alors nous l'avons d'ailleurs bien vu, si pas que mon introduction soit trop longue, mais nous l'avons d'ailleurs bien vu lors de l'épisode majeur de santé publique que nous avons traversé, en espérant d'ailleurs que nous l'avons effectivement traversé. Nous ne savons pas encore ce qu'il pourrait advenir de l'épidémie. On voit bien que d'une part, il y a eu une mobilisation extrêmement importante de l'ensemble des professionnels du secteur de la santé, pas uniquement les professionnels de santé, mais également les agents techniques, les informaticiens pour les systèmes d'information. Et on voit bien qu'il y a eu une agilité extrêmement vive au niveau des personnes pour la prise en charge physique des patients, mais également au niveau numérique, puisqu'un certain nombre de solutions intelligentes ont été conçues et imaginées assez rapidement pour aider les personnes qui pouvaient être inquiètes d'avoir cette maladie, avec un algorithme simple qui
quand on répondait à ces questions, permettait d'avoir une première conduite à tenir, une certaine réassurance vis-à-vis de ces personnes inquiètes, et puis une autre application qui avait été développée au sujet du médicament et des interférences médicamenteuses, notamment en matière d'automédication. Tout cela ayant été fait sous, bien sûr, le contrôle d'autorités scientifiques, la participation plus exactement d'autorités scientifiques, des CHU de Bordeaux, de Lille, l'Institut Pasteur. Il y a vraiment eu une très grande mobilité. Donc c'est une entreprise passionnante. Je venais finalement quasiment d'être nommé à la tête à la présidence de l'agence, et j'ai observé ça avec un intérêt très vif. Voilà d'où je parle. Merci de cette introduction, docteur. Et comme vous l'avez dit aujourd'hui, nous avons proposé de faire un focus sur les défis et puis les impératifs des chantiers du numérique en santé après le Covid-19. Mais avant, est-ce que vous voulez bien nous dresser peut-être un portrait des acteurs institutionnels du numérique en santé et leurs grands chantiers en ce moment? Alors, vous savez que le numérique en santé en France a connu beaucoup d'avatars et beaucoup de plans de relance. Le numérique en santé est finalement parti de l'informatisation du système de santé avec des plans d'informatisation de l'hôpital numérique et également des plans d'informatisation du secteur ambulatoire. Vous observerez d'ailleurs une sorte de vice initial, c'est qu'il y avait d'un côté l'informatisation des hôpitaux et de l'autre côté l'informatisation de la médecine de ville. Ce qui m'arrive à dire qu'on avait quasiment, involontairement sans doute, mais c'était la culture de l'époque, continué d'ériger un mur informatique cette fois entre les systèmes d'information de l'hospitalisation, qui n'étaient d'ailleurs pas interopérables entre eux, et les systèmes d'information de la ville, où c'était vraiment un foisonnement d'éditions logicielles, avec également des logiciels captifs. Quand on s'était équipé d'un logiciel, on pouvait difficilement changer de prestataire. Donc, il a régné pendant des années et des années une véritable jungle informatique où chacun se débrouillait finalement un petit peu dans son coin. Or, pendant ce temps-là, les maladies ont évolué et on est très largement passé de la pathologie aiguë à un épisode aigu de soins à une prise en charge prolongée et coordonnée des différents acteurs du soin. Et qui dit coordination, c'est d'abord une coordination entre la ville et l'hôpital, bien évidemment. Et quand on dit l'hôpital, c'est la ville, enfin c'est le secteur ambulatoire et les établissements de soins, et également les coopérations entre les professionnels de santé. Actuellement, la plupart des patients, surtout en plus dans une population assez vieillissante, sont pris en charge par une équipe pluridisciplinaire sur le plan médical, mais aussi pluriprofessionnelle. Le diabète, par exemple, en est une excellente illustration. Il va faire intervenir le médecin généraliste, le diabétologue, le cardiologue, le dermatologue, l'ophtalmo. Il faut donc que ces parcours de soins soient fluidifiés. On voit donc la nécessité de disposer d'outils numériques plutôt que de noter des observations sur un cahier à spirale qu'on remettait aux patients sous la forme d'un courrier. Et on voit donc bien qu'il était nécessaire et qu'il est toujours nécessaire d'échanger ou de partager dans ce parcours de soins des informations médicales qui sont des informations médicales couvertes par le secret et qui par conséquent doivent être protégées. Alors, je ne vais pas reprendre ici la saga du DMP, puisque le DMP remonte à au moins une quinzaine d'années, avec je ne sais combien de plans de relance, et comme la Cour des comptes l'avait observé, également un certain nombre de millions d'euros qui avaient été mis pour obtenir un DMP qui n'avait qu'une existence virtuelle finalement, puisque assez peu de DMP ont été créés. Le premier élément de changement de gouvernance
qui a été pris d'ailleurs avant que ne soit créée la délégation du numérique en santé, c'est de transférer la gestion du DMP, l'administration du DMP, de l'ASIP Santé, qui était le nom antérieur de l'Agence du numérique, de l'ASIP Santé à la Caisse nationale d'assurance maladie. La Caisse nationale d'assurance maladie ayant dans ses réserves et dans ses agendas la totalité des bénéficiaires de l'assurance maladie, c'est-à-dire quasiment la totalité des Français. Et que depuis que le déploiement de ce dossier a été pris en charge par l'assurance maladie, nous avons assisté indiscutablement à une croissance du nombre de DMP créés. Ceci étant, ce n'est pas parce que des dossiers sont créés en nombre qu'ils sont encore véritablement utilisés, car ils sont assez globalement peu alimentés, parce qu'il y a là encore des résistances culturelles, la force des habitudes. Le principal facteur de résistance, c'est la force des habitudes, et parfois aussi des équipements logiciels qui ne sont pas véritablement adaptés, tant en ville qu'à l'hôpital. Et dans les parcours, c'est bien ce qui maintenant fait partie de la nouvelle gouvernance, il est bien clair qu'il doit y avoir une stratégie numérique, que l'État doit être stratège et que l'État ne doit pas finalement être opérateur. Or, quand le DMP était dans l'escarcelle de l'agence de l'ASIP Santé, l'agence des systèmes d'information partagés, c'était finalement l'État. Car il y avait, même si c'était un groupement d'intérêt public, il y avait des injonctions politiques quasi permanentes sur la gestion du projet. Et c'est une des raisons, je pense, pour lesquelles ce projet n'a pas véritablement abouti. Donc, un des premiers éléments de la gouvernance actuellement mise en place, c'est que l'État est stratège et l'État ne rentre pas dans des détails opérationnels. Donc, il y a eu la création d'une délégation ministérielle du numérique en santé qui est en quelque sorte une direction transversale de l'administration centrale du ministère de la Santé, mais on note encore que le secrétariat d'État au numérique est rattaché à Bercy et que par conséquent, il n'y a pas, c'est le secrétariat d'État au numérique, mais en général, mais le secrétariat du numérique en général tend bien évidemment à s'intéresser également au secteur de la santé, ce qui est là un point de vigilance à avoir afin que la directive proprement politique qui est donnée à la délégation, quelles vont être les politiques publiques, c'est bien au gouvernement, sous le contrôle du Parlement ou l'inverse, de le décider. Et donc, il y a là, on va bien le voir avec ce nouveau gouvernement, comment ça va se passer, et il ne vous a pas échappé que Nicolas Revel a été nommé directeur de cabinet du Premier ministre et sera certainement très attentif à ce que ces enfants numériques que sont le DMP, Amélie Pro et l'espace numérique en santé, on va peut-être en revenir, continuent d'être portés par la puissance publique. Alors, l'agence du numérique elle-même n'a pas de pouvoir politique, bien sûr, mais elle n'a pas non plus de pouvoir stratégique. Ce n'est pas l'agence qui définit la stratégie. Ça ne veut pas dire que, bien évidemment, le président et la directrice de l'agence ne peuvent pas être consultés sur les axes stratégiques. Mais l'agence est une agence opérationnelle qui va définir un certain nombre de référentiels socles, des référentiels d'interopérabilité qui vont être opposables. Mais une fois que ce référentiel est opposable, ainsi que d'ailleurs il y en a eu un référentiel socle sur la télémédecine, une fois que cela a été validé comme étant le socle, comme étant le référentiel, il peut y avoir à partir de là des initiatives publiques ou privées. Et on voit bien que parfois le secteur privé est beaucoup plus agile que le secteur public pour créer des solutions. Dans cet esprit, les agences régionales de santé ne vont pas recréer des outils régionaux alors qu'il existe une configuration nationale.
Ça a été également un des travers antérieurs, mais nous avons beaucoup appris, même si je n'étais pas à l'agence à ce moment-là, nous avons beaucoup appris de cela, par exemple au niveau des répertoires, au niveau des annuaires. On ne va pas créer des annuaires régionaux de professionnels de santé, puisqu'il existe un répertoire, il en existe deux même actuellement, un répertoire national. Le premier répertoire, c'est le RPPS, le répertoire partagé des professionnels de santé, qui va s'étendre au secteur médico-social, parce que notre société est confrontée avec des problèmes médico-sociaux. Il y a des problèmes qui sont proprement sanitaires, mais également des problèmes médico-sociaux. Et l'équipe de soins, c'est en fait une équipe de prise en charge qui prend soin au sens traditionnel du soin, mais qui prend également en soin sur le plan social les personnes qui en sont atteintes. Et puis le deuxième sujet, pour rester dans cette gamme des répertoires, c'est le répertoire opérationnel des ressources. Ce répertoire opérationnel des ressources, comme son nom l'indique, il est opérationnel. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire qu'à tel endroit, il y a un cardiologue, il faut encore savoir plus exactement ce que fait ce cardiologue. Est-ce qu'il implante des pacemakers? Est-ce qu'il fait des coronarographies? Voilà, est-ce qu'il fait un certain nombre d'examens? Et je parle là même en dehors des établissements, ceci pouvant être vrai pour toutes les spécialités. Donc, il va y avoir un ROR qui va fusionner en quelque sorte les ROR régionaux qui existent actuellement. Cela va se faire de façon progressive, qui va intégrer également le secteur libéral et qui va intégrer le secteur médico-social. Comme autre référentiel, à titre d'exemple, je vous l'ai cité tout à l'heure, il y a un référentiel socle sur les activités de télémédecine, parce qu'on a vu lors de l'épidémie, vous savez, je prends aussi souvent l'exemple quand il y a le feu dans la maison, pour éteindre l'incendie, on ne regarde pas si la lance à incendie ou c'est le tuyau d'arrosage est véritablement aux normes. L'essentiel, c'est qu'elle jette de l'eau sur l'incendie pour l'éteindre. Je prends cette comparaison parce qu'on a créé des conditions réglementaires strictes pour la pratique de la télémédecine au regard de la sécurité des prises en charge, bien sûr, de l'identification des personnes, mais également au regard du caractère secret des informations qui circulent. Donc, il faudra probablement trouver un juste milieu entre une réglementation qui soit trop rigide et qui finalement bloque l'innovation et une réglementation qui ne conduirait finalement à aucun impératif et qui serait au détriment de la sécurité et de la protection. Donc, il faut développer, et c'est le sens de la feuille de route, à partir de ces référentiels socles qui représentent finalement l'autorité numérique de l'État, des solutions agiles, et qu'il faut donner la priorité à l'agilité dans l'innovation, et il faut qu'ensuite des règles juridiques viennent stabiliser et sécuriser en quelque sorte l'usage de ce moyen. Alors que dans la tradition, c'est finalement une démarche pragmatique très anglo-saxonne. Alors que jusqu'à présent, nous étions beaucoup dans des règles de droit écrit, c'est-à-dire qu'on conceptualise d'abord et on fait des règles de droit, et puis on s'aperçoit que ça bloque beaucoup. Donc, il faut sans doute pratiquer une démarche intellectuelle inverse, faire confiance, favoriser l'innovation avec des référentiels socles, je me répète, et ensuite sécurisé par des règles. Alors, il existe également dans les régions des groupes régionaux d'appui au développement de la e-santé, les GRAD, où tous les acteurs, parce que ça c'est un élément qui est également très important, où tous les acteurs sont réunis, ou en tout cas peuvent se réunir. Il ne faut pas non plus concevoir le développement du numérique en santé dans les bureaux de l'administration centrale ou de l'administration régionale. Il faut bien que les acteurs de terrain soient concertés, mais soient également impliqués dans cette construction. Et puis, je l'ai déjà dit tout à l'heure,
dans cet état stratège, il faut tenir compte de la Caisse nationale d'assurance maladie, l'assureur obligatoire, pour le déploiement du DMP, pour le déploiement des messageries sécurisées en santé et pour le déploiement de la prescription électronique de médicaments. Aujourd'hui, quels sont les chantiers prioritaires? Vous en avez un petit peu parlé, mais quels sont les chantiers prioritaires pour l'Agence du numérique en santé à l'instant T et dans les 3 prochaines années? Alors, il faut faire vite, parce que si nous sommes en train de réfléchir, etc., on parle beaucoup de la souveraineté numérique. Pendant ce temps-là, les outils arriveront d'ailleurs. Hein, les GAFAM et les BACS chinois ne vont pas attendre que la France éternelle ait réfléchi ou que l'Europe se soit mis en marche. Donc, il faut le faire très rapidement, puisque autrement, les citoyens comme les professionnels de santé s'approprieront des outils agiles, peut-être aussi au détriment de notre conception du vivre ensemble, et notamment de notre conception du secret, qui manifestement n'est pas la même en Chine qu'en Europe. Et où, aux États-Unis, on peut noter d'ailleurs que ce sont des énormes sociétés qui finalement font la politique qui est bénéfique à la société, à cette société. Elle peut aussi être bénéfique à la société en général, mais on voit bien qu'il y a un business qui ne se préoccupe pas forcément, nécessairement, globalement, j'exagère un peu, mais des aspects éthiques ou réglementaires. Alors, les sujets donc de faire rapidement, c'est ce dont je vous ai déjà un peu parlé, mais il faut toujours faire des répétitions. Ce sont des référentiels de sécurité et d'interopérabilité. C'est à l'État de garantir la sécurité des systèmes et bien évidemment à ceux qui les utilisent d'appliquer les règles qui le définissent et des référentiels d'interopérabilité. Au niveau de la sécurité, on voit bien qu'en dehors de l'hébergement des données de santé, il doit y avoir également des sécurités pour l'accès à ces données. Il faut donc qu'il y ait un moyen d'identification et d'authentification forte de la personne qui se connecte à une base de données. Alors, on avait bien sûr imaginé la carte de professionnels de santé qui existe toujours, mais on voit bien que les outils numériques ont considérablement évolué et introduire une carte en plastique dans un produit Apple, dans un produit Mac, c'est quand même pas tout à fait facile. Donc, la carte de professionnels de santé doit être dématérialisée. C'est donc la ICPS, elle existe déjà d'ailleurs, elle peut se dématérialiser, et ce sont bien évidemment aux services extérieurs qui demanderont une identification et une authentification forte de donner l'accès à la CPS dématérialisée. Donc ça se fait déjà dans certaines régions. C'est encore un peu limité, mais nul ne doute que ça va s'accroître. D'autant que dans le même temps, et ça c'est en cours, il existe une dématérialisation de la carte vitale, on est là vraiment au niveau du soin, afin que le processus qui consistait par exemple à connecter les 2 cartes dans un lecteur bifente pour envoyer le flux financier à l'assurance maladie puisse également être réalisé avec la même sécurité, avec une CPS dématérialisée, comme je vous l'ai dit, et une carte vitale patient dématérialisée. Donc voilà une des priorités. Plusieurs même priorités, référentiel d'interopérabilité, référentiel de sécurité. Il y a le répertoire opérationnel des ressources, que j'ai déjà cité, qui fait partie des priorités, et nous en avons vu un très bel exemple, de plusieurs beaux exemples d'ailleurs, lors de l'épidémie de la Covid-19. Il y a eu des évacuations sanitaires qui se sont faites du Grand Est ou de l'Île-de-France vers d'autres centres hospitaliers disposant d'équipements disponibles, en particulier au niveau de l'Ouest, l'Ouest ayant été quand même nettement moins touché, que ce soit à Bordeaux, que ce soit à Angers, que ce soit à Nantes, que ce soit à Brest. Et là, c'est bien évidemment pas des coups de téléphone de services d'urgence pour savoir s'il y avait des lits disponibles,
c'est que l'Agence régionale d'Île-de-France, l'Agence régionale des Hauts-de-France et l'Agence régionale de santé du Grand Est ont pu se connecter à l'outil ROR sur les équipements hospitaliers et voir qu'il y avait des disponibilités de lits de réanimation et de ventilation artificielle dans ces secteurs. Donc le ROR a été effectivement extrêmement utile dans la gestion de la pandémie. Mais dans cette gestion, puisque je prends cet exemple, puisque là on a transféré des patients, il faut bien évidemment qu'il n'y ait pas non plus de perte de l'identité numérique avec les données numériques qui sont attachées aux patients. C'est pour cela que l'identifiant national, l'INS, l'identifiant national de santé est également et va être mis en place, mais dans des délais du coup très rapides, puisque c'est pratiquement prêt, de façon à ce que toute personne physique ait également une identité numérique qui pourra la suivre toute sa vie et où qu'elle soit et dans quelque secteur de soins que ce soit. Qu'on ne réinvente pas à chaque fois des identités. Vous savez, si vous êtes hospitalisé, quand vous étiez hospitalisé, eh bien, vous aviez une identité, un numéro de dossier hospitalier. Ceci est appelé à disparaître avec l'identifiant numérique en santé. C'est également le RPPS, ça n'a l'air de rien de faire un répertoire partagé des professionnels de santé, mais en fait c'est un petit peu compliqué, parce que d'une part, il y a les professionnels à ordre, et c'est les ordres qui enregistrent ces professionnels, qui inscrivent ces professionnels à leur tableau, et qui envoient les données par un workflow nocturne vers la base du RPPS, qui produit ensuite les certificats d'identification de ce professionnel. Mais comme il y a d'autres professions de santé qui ne sont pas des professions à ordre, ça peut être les agences régionales de santé qui seront chargées de cette tâche-là, et ce sera également vrai pour le secteur médico-social. Alors, il y a également un gros sujet sur la protection des données, et vous avez vu que pendant le Covid, et notamment l'application Stop Covid, qui n'a d'ailleurs pas véritablement très bien fonctionné, parce que les Français ne se la sont pas appropriés, ce qui ouvre d'ailleurs un certain nombre d'interrogations de savoir pourquoi. Mais c'est qu'il y avait aussi la crainte, avec l'expansion de nouvelles fausses, des fake news, que c'était pour pister les gens. Il ne s'agissait pas de les pister, il s'agissait de les dépister, pour faire un mauvais jeu de mots, afin de savoir que, étant porteur du coronavirus, eh bien, se sachant porteur du coronavirus, il pouvait le faire connaître aux personnes qu'il croise. Donc, le sujet de la protection des données, c'est un sujet majeur. Il y a, pour l'acceptabilité sociale des solutions numériques, cela relève bien évidemment de la CNIL, mais cela relève également d'un effort pédagogique extrêmement important auquel l'agence du numérique, et moi peut-être en particulier, allons nous consacrer pour faire une pédagogie rassurante, mais attention, l'information, elle doit être claire, elle doit être appropriée, mais elle doit être loyale. On ne peut pas dire aux gens, tranquillisez-vous, braves gens, on s'en occupe, il n'y a aucun risque. Il peut exister des risques, il faut bien les identifier, mais il faut aussi mettre en miroir les avantages du numérique en santé qui me semblent très nettement supérieurs aux risques. Et là, je prends un autre exemple qui était celui de très ancien, qui est celui de l'Inquisition romaine. L'Inquisition romaine considérait à dire que tout était dans la Bible, qui était le livre saint. Et que par conséquent, quand on a inventé l'imprimerie, eh bien, il fallait brûler les autres livres parce qu'on n'était pas du tout certain qu'ils étaient conformes à la seule doctrine qui était celle défendue par l'Église romaine, en tout cas globalement pour ce qui concerne l'Europe. Et d'ailleurs, la Sainte Inquisition, elle brûlait les livres. Donc, il ne faut pas, parce qu'il y avait des craintes aussi des populations. Il faut donc actuellement, on ne va pas se mettre à faire des autodafés et à brûler des ordinateurs. Il faut entendre l'inquiétude de la population sur ce sujet-là, même si ces inquiétudes se développent beaucoup par des manipulations conscientes ou inconscientes, ce qui réveille des peurs. Ceci étant attaché en particulier, vous avez vu la polémique qui a existé
sur ce sujet-là, sur le Health Data Hub. Sur le Health Data Hub, ça fait beaucoup plus chic d'ailleurs de le lire en anglais que de dire plateforme des données de santé, mais la traduction est bien celle de plateforme des données de santé, qu'il y a eu des fortes appréhensions au prétexte qu'une des briques dans la construction du système était que Microsoft Azure était une société américaine, ce qui est vrai. Mais on voit bien qu'on utilise des produits Microsoft dans la vie courante et quand on se connecte via Zoom, on utilise également des produits américains dans la vie courante. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être vigilant, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas que ce soit des entreprises françaises ou européennes au nom de la souveraineté numérique qui s'approprient ces données plutôt que de le laisser sur Microsoft, mais il ne faut pas non plus en faire une guerre idéologique. Et vous avez vu d'ailleurs que le Conseil d'État a débouté, le juge des référés, le Conseil d'État, a débouté ceux qui lui avaient demandé de mettre fin, si je puis dire, à cette aventure. Donc voilà quelques sujets qui sont prioritaires. Alors il y en a deux autres, plus opérationnels, il y en a même trois autres, plus opérationnels, plus concrets. C'est l'espace numérique en santé, c'est-à-dire que chaque citoyen pourra bénéficier d'un espace numérique qui lui sera personnel et pourra télécharger dans cet espace numérique qui lui sera personnel toutes les applications qu'il souhaitera, sous réserve, bien évidemment, que ces applications obéissent à un cahier des charges, en quelque sorte, qui sera fixé par la puissance publique au regard notamment de la fiabilité, de la robustesse et de la sécurité, ce dont je viens de parler, sur les données. Ceci pour les citoyens. Et puis, il y aura un bouquet de services pour les professionnels où ce seront des outils ou des applications destinés aux professionnels de santé et qui devront obéir aux mêmes critères. Le DMP sera dans l'espace numérique en santé auquel, bien évidemment, les différents acteurs de la prise en charge du patient pourront se connecter. Et il y aura également, c'est un élément très nouveau, dans cet espace numérique en santé, une messagerie sécurisée qui permettra aux professionnels de santé de correspondre à son initiative avec un patient. Il faut bien dire, je dis bien à son initiative, parce qu'il ne faut pas s'imaginer non plus que ce sont des usagers, des patients qui vont envoyer des mails à jet continu aux professionnels de santé pour avoir des réponses à leurs interrogations. Du coup, ce serait une bouleversement. Enfin, c'est pas possible. Le médecin ne peut pas être attaché devant son ordinateur 24 heures sur 24 à répondre à des questions sans avoir examiné le patient. Mais c'est à l'inverse, en tout cas dans un premier temps, le médecin pourra envoyer un résultat d'examen, pourra envoyer une ordonnance par une messagerie sécurisée à son patient. Encore que pour l'ordonnance, il est prévu une prescription électronique qui sera spécifique. Et puis enfin, le troisième sujet, c'est rattaché, vous allez le voir, à l'espace numérique en santé, c'est le développement du service public d'information en santé. Le service public d'information en santé a pour objectif de donner des informations officielles, en quelque sorte. Alors, au début, on a pu dire, ça va rappeler un peu l'ORTF, pour ceux d'entre nous qui sont un peu âgés et qui ont connu l'ORTF. Ça n'empêchera pas le développement des radios libres. C'est vrai. Mais on peut estimer qu'en matière de santé, ça n'est pas la communication officielle au sens de l'information officielle qui peut être un peu biaisée pour des raisons, on met de côté ce qui pourrait troubler le peuple. Là, ce sont des informations qui seraient tout simplement scientifiquement validées et où des accès aux soins très simples en matière de géolocalisation, par exemple, pourraient se trouver.
donc c'est le service public d'information en santé, et il a fait la preuve d'ailleurs de son efficacité durant aussi l'épidémie, ce qui a boosté les choses, c'est qu'il y a eu un référencement dans un site qui s'appelle santé.fr et qui en fait est le site internet du service public d'information en santé, qui a référencé par exemple des solutions de téléconsultation proposées, bien évidemment à ce moment-là, à la fois aux patients et aux professionnels, mais il faut bien évidemment qu'ils aient les deux, que tous les deux, ils aient la même solution, ce qui pose aussi là un problème auquel il faudra réfléchir. À notre sens, enfin tout au moins au mien, je pense que, c'est peut-être parce que je suis professionnel de santé, ancien premier vice-président de l'ordre, mais je pense que c'est aux professionnels de santé de choisir l'outil avec lequel il va travailler. On ne demande pas au patient de venir avec son stéthoscope à lui lorsqu'il va consulter un médecin. Donc voilà, et puis encore un autre point pour vous dire que c'est quand même extrêmement riche, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu un recrutement au niveau de l'agence, au niveau des personnels de l'agence, c'est qu'il a été créé un système d'information pour les SAMU. Les SAMU, finalement, jusqu'à présent, vivaient un petit peu en milieu clos, c'est-à-dire que le SAMU, il était attaché à son établissement, il est toujours attaché à son établissement. Mais manifestement, il faut qu'il y ait une plus grande fluidité. Donc actuellement, il y a 11 ARS qui sont équipés de SI SAMU, système d'information des SAMU, et 77 SAMU. Et que les SAMU eux-mêmes pourront faire de la téléconsultation, va-t-on dire, puisque quand vous avez mis un patient dans le SAMU, eh bien, il peut être nécessaire, pendant même son transfert, d'avoir un avis spécialisé sur la situation telle qu'elle se présente, et que donc des systèmes de téléconsultation puissent être organisés. Et ça aussi, ça fait la preuve d'une très grande efficacité pour les SAMU qui étaient équipés lors du coronavirus. Vous voyez que le cadre et les perspectives à évoquer sont extrêmement vastes. Donc, il faut avoir des esprits structurés pour examiner tout cela. Il faut le faire très rapidement, et c'est une volonté très forte de la délégation du numérique en santé avec Dominique Pont et Laura Letourneau, une volonté extrêmement forte de respecter le calendrier. Donc, ce que nous faisons actuellement, c'est que nous essayons de respecter le calendrier tel qu'il avait été établi. Il a été un peu bousculé, bien sûr, avec l'épidémie, mais que en 2022, c'était ma stratégie, la feuille de route numérique du plan Ma Santé 2022, pour que en 2022, l'État ait défini les plateformes, ait défini les référentiels, et que le secteur public comme le secteur privé puissent se développer en quelque sorte. Ce développement, on peut penser au secteur privé, mais dans le respect des référentiels. Et docteur Lucas, pour respecter justement ce calendrier et tenir ces deadlines, quels sont les leviers que vous voyez pour justement y répondre, et comment l'ANS pourrait-elle en mesure d'accompagner les professionnels de santé peut-être dans un contexte de formation sur le terrain? Alors, je vais vous donner un exemple très concret sur lequel j'ai travaillé hier avec la Fédération des spécialités médicales. Qu'est-ce que c'est que la Fédération des spécialités médicales? Comme son nom l'indique, c'est une fédération qui réunit les conseils nationaux professionnels. Les conseils nationaux professionnels, ce sont des conseils qui représentent des praticiens de diverses origines, de divers statuts, des hospitalo-universitaires, des hospitaliers, des libéraux, par spécialité. Et nous leur avons demandé de contribuer à l'édification du ROR, c'est-à-dire d'indiquer par spécialité quelles seront les mentions utiles, les mentions opérationnelles utiles dans la description des activités qui sont les leurs. On va prendre l'exemple d'un chirurgien orthopédiste.
Actuellement, il n'y a plus de chirurgien orthopédiste généraliste. Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas tout faire. Mais les chirurgiens orthopédistes se spécialisent dans la prothèse de hanche, se spécialisent dans le rachis, se spécialisent dans l'épaule, se spécialisent dans le genou. C'est cela que le ROR va indiquer, c'est-à-dire quelles sont les activités opérationnelles. J'ai pris l'exemple d'un orthopédiste, on peut prendre l'exemple d'un cardiologue, on peut prendre l'exemple d'un neurologue. Donc, les conseils nationaux professionnels vont être impliqués dans la construction du ROR, pas dans la construction technique, mais dans le contenu du ROR. Et ça, c'est une façon assez forte de les mobiliser, parce que si on dit autrement, ben voilà les mentions. Un certain nombre d'entre eux vont dire, mais qui est-ce qui a dit que c'était ces mentions? Ah ben c'est comme ça, on a dit que c'était comme ça. Donc il faut mobiliser les gens, il y a un projet, il faut en quelque sorte vendre le projet, et la meilleure façon, c'est d'associer les professionnels à la construction de ce projet. On l'a d'ailleurs vu, puisqu'il y a eu des confusions au départ avec les communautés professionnelles de territoire de santé. Ces communautés professionnelles de territoire de santé n'avaient pas été présentées comme étant sous la tutelle des agences régionales, mais c'est ainsi que les professionnels de santé de terrain l'avaient conçu. Ces communautés, comme son nom l'indique, pour faire une communauté, il faut qu'il y ait un esprit communautaire. Et il faut donc que ce sont les membres eux-mêmes de la communauté qui définissent leur projet. Et une communauté professionnelle de territoire de santé dans le département du 93, ça ne sera évidemment pas du tout la même chose que dans la Nièvre ou dans la même chose que la ville de Nantes. Chaque territoire, ou dans les pays de montagne, ou dans le Jura. Donc on voit bien que chaque territoire va avoir ses singularités, ne serait-ce d'ailleurs que des singularités d'accès. Si vous avez une autoroute qui barre complètement le chemin entre deux petits villages qui sont situés à droite et à gauche de l'autoroute sans accès direct, bien sûr, à l'autoroute, on ne peut pas faire une communauté professionnelle de territoire de santé en réunissant ces deux villages, puisqu'il y a une autoroute qui les empêche de communiquer, enfin de communiquer physiquement, facilement. C'est vrai d'ailleurs en Île-de-France. Donc, on a déjà des communautés professionnelles de territoire. Ça soulève encore des objections de la part de quelques professionnels libéraux, de certains professionnels libéraux. Mais on voit bien que si on les associe à la création, ou s'ils s'engagent eux-mêmes d'ailleurs, à la création des communautés professionnelles de territoire de santé, ça fonctionnera. Et ces communautés professionnelles ne peuvent pas fonctionner sans moyens numériques. Il faut bien qu'elles aient un partage numérique des informations entre les patients. Alors, ça peut être le DMP, ça peut être des messageries sécurisées, mais ça peut être aussi des outils numériques de coordination. Du coup, sur un territoire beaucoup plus limité, à condition que ces outils, encore une fois, respectent les référentiels de sécurité et d'interopérabilité. On voit bien également les téléconsultations, il faut clarifier un peu les choses. Comment va se passer les téléconsultations? Est-ce qu'on peut faire une téléconsultation en utilisant WhatsApp? Bien que WhatsApp s'est dit que c'était désormais sécurisé de bout en bout. Je rejoins là l'ancien directeur général de l'assurance maladie, Nicolas Revel, qui était d'accord avec le ministre, fort heureusement, pour que pendant l'épidémie, on ait ouvert un peu plus les possibilités, ne serait-ce qu'en disant d'ailleurs que la téléconsultation pouvait se faire par téléphone. Mais par téléphone, c'était essentiellement des téléconsultations qui étaient orientées coronavirus, c'est-à-dire que c'était par l'interrogatoire qu'on finissait par avoir des informations, par analogie avec ce qui se passe au centre 15. Quand on appelle le centre 15, c'est bien par téléphone, et c'est le centre 15 qui déclenche le moyen approprié d'intervention. Donc c'était ça l'objectif. Mais de dire que la téléconsultation va pouvoir se faire par téléphone ou par des moyens, par Skype ou par des moyens qui sont faiblement sécurisés, à titre personnel, là encore, ce qui n'engage pas l'agence ou la Direction générale de l'organisation des soins ou la CNAM, ça ne peut pas fonctionner. Ce n'est pas sérieux de dire qu'en même temps, on veut défendre le secret médical
et de dire, oh, ben, les communications, des données, de résultats biologiques, non, non, ben, il suffira qu'on fasse ça par Gmail. Enfin, donc, il faut un outil coordonnant cela. Et donc, l'idéal, c'est probablement que les médecins soient équipés, tant en ville qu'à l'hôpital d'ailleurs, soient équipés dans le logiciel métier où ils ont le dossier du patient, soient équipés d'une solution sécurisée de télémédecine par un prestataire extérieur ou pas un prestataire extérieur. Il peut y avoir des cabinets de groupe qui le leur proposent, et où le patient qui va avoir une téléconsultation reçoit un lien sur lequel il va cliquer, comme vous l'avez fait d'ailleurs pour organiser ce webinaire, reçoit un lien auquel il va cliquer, il va rentrer dans la salle d'attente numérique où, à un moment donné, le médecin va le rejoindre quand ils seront mis en contact. Il y aura donc un véritable échange, une véritable téléconsultation. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de débattre avec mon ami Gérard Raymond sur ce sujet-là à l'occasion d'un autre webinaire. Et les patients se trouvent extrêmement satisfaits parce qu'ils rencontrent leur médecin, les résultats biologiques peuvent être communiqués, mais bien évidemment, et là encore, il faut faire preuve de bon sens, toutes les situations médicales ne pourront pas donner lieu à une téléconsultation. Si vous venez de faire une syncope, vous n'allez pas dire « je vais me connecter par une téléconsultation ». Si tout d'un coup vous êtes complètement paralysé d'un côté, vous n'allez pas faire une téléconsultation parce que vous avez peut-être fait un accident vasculaire cérébral. En revanche, quand vous allez être pris en charge dans le SAMU, du coup ce sera déjà médicalisé, fortement médicalisé, il pourrait y avoir une téléconsultation pour savoir si vous allez être envoyé dans tel endroit, dans tel établissement qui va disposer d'équipements particuliers ou dans tel autre, parce qu'il n'y a pas besoin de ces équipements particuliers. On voit donc bien que les moyens numériques vont fluidifier les parcours. Alors, ça paraît théorique et beaucoup de gens disent « c'est pas demain la veille ». Je pense que tout cela ira très vite. Regardez les smartphones. Les smartphones, c'est une invention, si je puis dire, relativement récente et qui s'est démocratisée à une très grande vitesse. Et on dit, ah ben oui, mais il y a de la population qui n'a pas accès aux smartphones. C'est vrai, mais c'est faux. Et on voit même des populations défavorisées qui ont des smartphones, c'est peut-être même presque quasiment pour eux un moyen de survie. Donc il faut bien sûr qu'il y ait des équipements qui puissent être diffusés et il faut surtout que la fibre arrive partout en France, parce que s'il n'y a pas de haut débit partout sur le territoire, les moyens numériques il y aura une fracture numérique qui viendra peut-être éventuellement accentuer qui pourrait accentuer la précarité sociale. Et aussi donc un des maîtres mots, et on peut en être heureux d'ailleurs de constater que les déclarations du Premier ministre vont en ce sens, peut-être parce qu'il est maire d'un village de 6000 habitants, si j'ai bien compris. Il n'est pas le seul d'ailleurs à dire ça. Moi, je me souviens quand j'étais au Conseil de l'Ordre de ne cesser de le dire, qu'il faut donc que le haut débit soit accessible partout sur les territoires, et la politique de santé, les politiques publiques en matière de santé doivent être déconcentrées au niveau des territoires en faisant intervenir bien évidemment les collectivités territoriales, mais comme je vous le disais, pas en réinventant la roue à chaque fois avec de l'argent public, mais sur des référentiels nationaux, mais en laissant ensuite les politiques régionales se développer. Et il est probable d'ailleurs que les conseils régionaux politiques s'intéresseront au sujet. On l'a déjà vu d'ailleurs un peu dans les Hauts-de-France et en Île-de-France, où Xavier Bertrand et Valérie Pécresse ont également apporté le soutien de la région à ce développement numérique. Donc, l'agence, elle, ne sert qu'à fabriquer, si je puis dire, en concertation des référentiels ou des moyens. Voilà, il faut sans doute la rendre encore, et c'est
probablement une de mes missions, c'est pour ça probablement que j'ai été nommé à la présidence, c'est de faire le lien entre un monde technologique et un monde professionnel, en considérant que mon intérêt pour la chose numérique, à travers les nombreuses publications que j'avais coordonnées quand j'étais au Conseil de l'Ordre, me créait une sorte de légitimité, mais avec l'œil du professionnel qui n'est pas le même que l'œil de l'ingénieur informatique. Mais je m'aperçois à l'agence que les échanges que nous avons, ils sont très contents d'échanger avec moi et moi avec eux, parce qu'on peut croiser des regards qui sont différents pour aboutir à une solution agile et utile pour le plus grand nombre. Il est certain que les différentes visions sont complémentaires et indispensables pour avancer ensemble, aussi bien sur l'aspect technique et sur le retour du terrain d'experts comme vous. Qu'en est-il des actions concrètes que l'ANS pourrait conduire, ou peut-être d'autres institutions, en post-Covid, sur la base des enseignements qu'on a pu tirer? Et peut-être, pour élargir ma question, quel est l'avenir du numérique en santé en Europe et comment la France pourrait-elle se positionner peut-être en leader? La France ne serait pas mal placée pour se placer en leader sur le plan européen. On le voit d'ailleurs avec le Health Data Hub, où il va y avoir déjà une coordination assez étroite avec les pays européens. Et le cloud européen, qui est tout récent. Bien évidemment, et le cloud européen. Je crois que surtout, il faut que se restaure une confiance dans le respect réciproque des professionnels de santé. J'ai bien dit des professionnels de santé, et vous avez peut-être observé que j'ai parlé des médecins, bien sûr, mais j'ai parlé surtout des professionnels de santé. Il faut avoir finalement confiance dans une intelligence collective maîtrisée. L'intelligence collective maîtrisée, ça n'est pas un agglomérat de corporatisme. Ça aussi, c'est un vrai problème et c'est un vrai frein. Il faut que les médecins prennent conscience qu'il y a un certain nombre d'activités qui étaient autrefois médicales et qui le sont encore, car qui peut le plus, peut le moins, si je peux m'exprimer ainsi. Mais il y a des activités qui ne sont plus spécifiquement des activités médicales. Un des bons exemples, c'est la vaccination. Il ne faut pas dire qu'il faut avoir fait 12 ans d'études de médecine pour vacciner. Il faut bien évidemment connaître les contre-indications de la vaccination, il faut connaître les sensibilités, il faut être formé en quelque sorte, mais il n'y a pas besoin de 12 ans d'études pour vacciner. De même que dans la surveillance des pathologies au long cours, on voit bien que les patients eux-mêmes d'ailleurs, avec des objets connectés, vont pouvoir recueillir un certain nombre de paramètres. Un très bon exemple d'ailleurs, c'est le diabète, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'hypertension artérielle, mais il peut y en avoir plein d'autres. Et donc la collecte de ces données sur une base sécurisée peut servir bien évidemment à l'équipe des professionnels de santé qui vont prendre en charge. Donc il faut que la logique d'équipe de soins, qui a émergé de façon extraordinaire pendant l'épidémie. On a vu des chirurgiens qui n'opéraient plus parce que les interventions programmées avaient été différées, qui ont été données un coup de main, enfin c'était un peu plus qu'un coup de main, ont été dans des services pour la prise en charge de patients. Il y a quand même une certaine unicité de la médecine qui faisait que c'était des médecins avant aussi d'être des chirurgiens, et qu'on a bien vu également que les infirmières, enfin bref, il y a eu une sorte de décloisonnement des rigidités dans les différents corps professionnels. Donc ça, c'est une œuvre pédagogique, c'est une œuvre de longue haleine. Il y a d'ailleurs bien évidemment derrière des aspects financiers. La France vit encore beaucoup dans le secteur libéral sur une rémunération à l'acte. Et une rémunération à l'acte se prête assez mal à une délégation d'activité, puisque si un professionnel de santé délègue son activité à quelqu'un d'autre, c'est bien évidemment un acte dont il ne percevra pas le montant. Donc il y a une réflexion à avoir sur la prise en charge coordonnée
et la façon financière de le faire. On peut s'inspirer d'exemples internationaux ou d'exemples européens. Il ne faut pas forcément tout changer du jour au lendemain, mais d'arriver, c'est peut-être un propre du génie français, d'être modéré et de savoir concilier ces choses-là. Il faut donc restaurer la confiance. Restaurer la confiance, ça ne se fait pas du jour au lendemain et ça se fait par des actions très concrètes. Le Ségur de la santé a été un indice. Mais, de mon point de vue, il s'est un peu, on va bien voir la conclusion, mais il s'est quand même centré sur des revendications légitimes d'ailleurs, je ne le conteste pas, des revendications de nature salariale ou de nature statutaire qui sont nécessaires au nom même du respect de ces professionnels, mais qui ne résolvent pas le problème de l'organisation. Or, nous avons vu pendant le Covid qu'une organisation qui a fait appel finalement à l'intelligence collective maîtrisée s'est rapidement mise en place et que les hostilités ou les acrimonies un peu quotidiennes, un peu traditionnelles entre les services hospitaliers, entre les médecins et les infirmières, entre le corps des professionnels de santé et le corps administratif et les agences régionales, on a vu que tout ça, finalement, pouvait être aplani parce qu'il y avait une situation d'urgence. Donc, il faut conserver cet esprit. J'ai pu dire aussi qu'il fallait que dans le management hospitalier, il y ait une plus grande médicalisation du management et que ça ne repose pas uniquement sur des managers qui sont indispensables. On ne peut pas être à la fois médecin et manager, ce n'est pas antinomique. Mais enfin, ça nécessite des compétences qui sont quand même, qui peuvent être complémentaires, mais il faut d'abord les acquérir. Le management, ça peut être inné, mais enfin, il faut quand même se former au management, de même qu'il faut se former à la médecine, en gardant du bon sens d'ailleurs dans les deux cas. Donc, s'il faut médicaliser le management hospitalier, je pense qu'il faut également manager l'exercice libéral. Il faut donc que ce soit un auto-management, en tout cas c'est mon point de vue, et que les professionnels se réunissent, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, dans des communautés professionnelles, bâtissent un projet professionnel répondant aux nécessités du territoire et aux moyens, bien évidemment, dont ils disposent, parce que derrière ça, il y a aussi des objectifs de moyens, surtout si on veut construire un service d'accès aux soins, qui avait été porté initialement par Agnès Buzyn, mais qui est repris par Olivier Véran. Il faut bien que ce service d'accès aux soins, ce n'est pas un médecin libéral qui va être 24 heures sur 24 dans son bureau pour accueillir des patients ou qui va laisser des plages vides, alors que, comme vous le savez, ces agendas sont déjà débordés. Mais on peut coordonner les agendas. Vous voyez que derrière, et quand je dis coordonner les agendas, il y a un certain nombre d'acteurs qui proposent des prises de rendez-vous en ligne et des agendas numériques. On voit bien qu'il y a tout un chantier du numérique pour organiser cela concrètement sur le territoire. Et alors, il faut bien sûr en réciproque que les professionnels de santé renouent également la confiance avec l'autorité, avec l'autorité de l'État. Et là, je pense qu'il faut que le discours soit clair, il faut que le discours soit permanent, il faut que le discours soit transparent. Et là, sans faire de courtisanerie, je trouve que notre ministre des Solidarités et de la Santé a eu exactement le ton qu'il fallait lors de l'épidémie du coronavirus, dégageant une certaine autorité, une autorité certaine même, mais en même temps une écoute et le sens de l'efficacité. Donc, comme c'est le même ministre, puisqu'il conserve le portefeuille, eh bien, on peut espérer que la stratégie va être la même et qu'il n'y aura pas d'atermoiement. Il faut bien que l'État affirme aussi son autorité. Autorité ne veut pas dire autoritarisme. L'autorité, c'est d'abord le service du bien public. Enfin, mon envolée là peut paraître un petit peu lyrique, presque en conclusion de mon propos, mais je crois vraiment que les professionnels de santé ont besoin de constance et que ce n'est pas la peine d'essayer de leur faire prendre des vessies pour des lanternes, parce qu'ils ont été
assez déçus dans un certain nombre de cas. Il y a eu des pionniers qui se sont engagés dans le numérique en matière de DMP, c'est pas la nuit des temps quand même, mais ça remonte à plusieurs années, sur la prescription électronique. La prescription électronique de médicaments se fait couramment en Andalousie, par exemple. Elle se fait couramment à Barcelone. J'avais conduit une mission à un moment donné à Barcelone. Qu'avons-nous besoin de réinventer, puisque cela existe dans les pays d'Europe du Nord? Je crois qu'en Suède, 90% de la prescription est sécurisée par voie électronique. C'est quand même, et ça peut d'ailleurs apporter également des services aux patients, puisque le pharmacien pourrait préparer finalement la prescription pour un patient qu'il va recevoir, va pouvoir aller éventuellement délivrer le médicament à domicile chez les personnes qui sont handicapées. On va dire, oh ben oui, mais le patient peut se déplacer. Vous avez peut-être vu récemment que Amazon avait l'intention pour ses salariés aux États-Unis de faire une expérimentation de téléconsultation avec délivrance des médicaments. Donc, il faudrait quand même mieux qu'en France, ce ne soit pas Amazon qui se mette à distribuer les médicaments. Enfin, c'est un point de vue que l'on peut mettre sur la table, mais c'est du coup, c'est plus de la souveraineté numérique. Absolument, il est très important d'accompagner également toutes les bonnes initiatives qui ont émergé et dont la crise a été vraiment un réel catalyseur pour continuer à travailler dans des conditions d'accès aux soins généralisées et démocratisées et pas retomber dans une peut-être désertification massive en raison du développement de la télémédecine, accompagner également. Un autre élément est également un élément important, c'est qu'il faut répéter que le numérique n'a pas pour objectif de déshumaniser la relation entre le médecin et le patient. Et que par conséquent, c'est un moyen puissant pour venir en aide dans les territoires sous-dotés en professionnels de santé, mais il ne faut pas que les personnes qui vivent sur ces territoires aient l'impression que pour elles, ça va être de la sous-médecine. Donc, il faut vraiment que ce soit des professionnels compétents qui vont apporter également leur expertise dans les territoires. Et là, je parle de la télé-expertise. On ne l'a pas mise beaucoup en évidence d'ailleurs lors de l'épidémie, mais il peut y avoir dans des territoires de santé des maisons de santé pluriprofessionnelles, des cabinets de groupe pour la médecine de premier retour. Il faut qu'elles soient bien évidemment correctement équipées. Il faut qu'il y ait des conditions d'accès à ces maisons pluriprofessionnelles qui soient faciles afin qu'éventuellement le professionnel n'habite pas en permanence dans un endroit déserté, mais qu'il va faire 30 km le matin pour venir à son cabinet. 30 km le matin pour venir sur une route carrossable à son cabinet, ça représente finalement moins de temps que de prendre la ligne 13 du métro à Paris à certaines heures de la journée. Donc, ceci est tout à fait envisageable. Mais il n'y aura pas dans ces territoires, la possibilité d'avoir un recours direct de proximité aux médecins spécialistes, puisque les médecins spécialistes, ils se sont regroupés pour des raisons d'équipement, pour des raisons d'investissement pour le secteur libéral, mais pour des raisons d'équipement dans le secteur hospitalier. Et il faut donc que les médecins de la petite ville, si je puis dire, puissent avoir par téléexpertise le recours à un grand spécialiste, comme disent à ce moment-là les patients, au même titre que s'il habitait dans une ville où il y a un CHU. Vous noterez d'ailleurs que j'ai dit un grand spécialiste, je n'ai pas dit nécessairement un grand professeur, parce qu'il n'y a quand même pas que les professeurs qui soignent, bien que, contrairement à une légende, ils le font très bien. Donc, c'est cela qui est à bâtir, et pour en revenir au Ségur, il faudrait donc, c'était d'ailleurs son ambition initiale, mais il y aura peut-être une deuxième vague, que le Ségur serve également à réfléchir à cette coordination entre la ville et l'hôpital, mais la coordination également entre les différents professionnels de santé. Parce que je vous assure que là, il y a encore des précarés que des médecins voient d'un mauvais œil
les infirmières en pratique avancée, que les infirmières en pratique avancée peuvent aussi, elles, voilà, se dire, mais enfin, les aides-soignantes, ce n'est pas des infirmières. Et donc, il faut essayer de redéfinir finalement les contours et les cœurs des métiers. Et pour cela, il faut prendre en compte ce qui est en train d'arriver, qui sont les moyens, on n'en a pas parlé, qui sont les moyens de l'intelligence artificielle. Et là encore, c'est un vaste domaine qui s'ouvre devant nous. On ne va pas attendre que la France ait réfléchi et bien peser le pour et le contre, faut-il le faire ou pas le faire, puisque de toute façon, ça se fait ailleurs. Et que par conséquent, ça arrivera à ce moment-là en France avec des outils conçus ailleurs, de façon massive. De façon massive. Donc l'agence mettra également dans sa réflexion, dans la réflexion de sa propre feuille de route, qu'est-ce qu'il faut concevoir, mais du coup pas conceptualiser, beaucoup de réflexions éthiques sur l'intelligence artificielle. Le comité consultatif national d'éthique s'était prononcé là-dessus. J'avais eu l'honneur de participer à un groupe de travail à ce propos-là, mais il faut bien évidemment avoir une réflexion éthique, mais il faut faire de l'éthique appliquée. Je pense que les grandes déclarations éthiques, c'est bien, mais il faut qu'à partir des grandes déclarations, il y ait ensuite des réalisations concrètes dans la vie quotidienne, et que c'est une éthique, le premier enjeu de l'éthique, c'est de répondre à un besoin d'une personne qui est en souffrance si on s'applique à la médecine avec bienveillance, sans malfaisance, avec justice et en respectant son autonomie et sa dignité. Absolument. Merci beaucoup pour ces mots. Et avant de conclure, j'ai l'intervention d'une personne que je souhaiterais vous transmettre. Donc, bon, c'est un pseudonyme, donc je ne sais pas comment s'appelle la personne, qui fait des interventions. Donc, bonsoir. Pour accélérer le peuplement du ROR, le référentiel médecine ambulatoire reste indispensable pour élargir le cercle des compétences de la médecine de ville. Un très gros travail vous a été remis, mais malheureusement, le Covid a empêché cet atelier. La personne continue en disant, pour une réelle couverture des parcours de patients sur les territoires en limite d'une autre région, il est nécessaire de penser interrégional pour les outils de parcours à l'image du ROR. Alors, je suis totalement d'accord avec cette personne. On pourra lui communiquer d'ailleurs mon adresse mail, puisque c'est une adresse mail officielle, et qui pourrait m'envoyer le gros document, puisque je ne l'ai pas reçu moi-même, ou alors il s'est perdu peut-être à cause du Covid. Je pense éventuellement deviner qui c'est qui pose cette question. Donc, je vais ajouter que le Collège de la médecine générale va bien évidemment être contacté de façon spécifique. Le Collège de la médecine générale, c'est le Conseil national professionnel de la médecine générale, mais qui a une singularité en premier recours, c'est que c'est une spécialité, mais dont le champ d'étendue est le premier recours ou la médecine générale. On voit bien à quoi ça correspond. Et que bien évidemment, c'est un des sujets très importants, de même que l'interrégionalité. Alors là, pour parler technique, actuellement, les outils ROR sont régionaux, mais ils sont interopérables. Et donc, d'une région à l'autre, on pourrait interroger le ROR de la région à côté. Ça peut compliquer les choses. Il est bien évidemment question non seulement de faire converger les ROR, mais finalement d'arriver à une solution qui est nationale. Et il faut bien évidemment que l'accès au ROR soit également intégré dans l'outil métier. Un certain nombre de données du ROR peuvent être utilisées dans des outils de coordination pour une équipe. Moi, j'ai un de mes amis qui m'a envoyé un mail, médecin généraliste, et que j'estime beaucoup, qui m'a envoyé un mail récemment en disant de toute façon, on ne va pas attendre le ROR, nous, on va s'organiser déjà dans notre département. C'est une excellente chose. Enfin, on imagine mal que les 100, je ne sais plus combien de départements, en comptant les Outre-mer, développent chacun leurs propres moyens de coordination. Il faut donc bien les outils. Mais je suis tout à fait d'accord avec cette mention. Cette personne-là peut me contacter. Mon mail institutionnel est public, c'est jacques.lucas
sante.gouv.fr. Merci docteur, merci à cette personne pour le témoignage et pour cette intervention. Vous avez vu, docteur Jacques Lucas, les questions sont très très nombreuses et le tableau que nous avons reçu est bien garni et mériterait une prochaine rencontre pour pouvoir y répondre et peut-être même se donner rendez-vous dans quelques semaines ou quelques mois pour faire un état des lieux des chantiers, de l'avancement, du déploiement du numérique et de l'accompagnement de l'ANS, peut-être le Ségur de la santé aussi et la place du numérique que ça a pu prendre. Un mot de conclusion, docteur? Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté avec autant d'assiduité. Je souhaitais, vous le savez, que ce soit le plus interactif possible, mais en fait, je perçois que j'ai un peu monopolisé la parole parce que j'avais beaucoup de choses à dire. Je pense quand même avoir, à travers mes propos, répondu quand même indirectement à un certain nombre de questions qui m'étaient posées. Et ce sera très volontiers que je répondrai à une prochaine invitation. Si vous voulez voir que, en quelque sorte, ce qui est exposé n'est pas du baratin, mais que effectivement, les choses avancent. Enfin, en tout cas, je vous remercie beaucoup et je reste à votre écoute. Mais merci beaucoup de votre agilité parce qu'on vous a transmis les questions cet après-midi même, après les avoir compilées, vous avez su y répondre au maximum. Un grand merci de votre disponibilité et d'avoir conclu notre série de webinaires consacrés à l'actualité et au retour d'expérience du Covid-19. Merci beaucoup de votre générosité, de votre enthousiasme. Un grand merci à tous les participants, aux personnes qui nous suivent en direct et sur les replays. Merci à l'ensemble des participants d'avoir posé toutes ces questions et merci au docteur Jacques Lucas d'avoir eu cette générosité de répondre à toutes les questions avec une précision exemplaire. Nous sommes ravis et nous souhaitons évidemment que l'ensemble de ces éléments de réponse qui ont pu être proposés permettront de pouvoir éclairer l'ensemble de la communauté des professionnels du secteur de la santé afin de pouvoir avancer dans le contexte de la transformation de nos organisations de santé. Merci beaucoup Nada également d'avoir chaleureusement organisé l'ensemble de ces webinaires et nous aurons le plaisir de pouvoir retrouver sur de nouvelles thématiques à partir de la rentrée avec de nouveaux experts, mais je laisse Nada prendre le soin de faire cette conclusion. Donc. Je vous souhaite un bel été et on vous retrouve à la rentrée avec des formats webinaires et des formats conférences présentielles à l'ESCP et puis de l'hybride. Donc on va travailler tout l'été pour un programme intellectuellement riche et enrichissant. Encore merci et très bonne soirée à tous. À bientôt. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir, docteur. Au revoir à tous. Au revoir.